Bonjour amis de l'histoire antique, je vais vous parler aujourd'hui de 5 explorateurs grecs, la plupart étant des navigateurs. Nous avons donc par ordre chronologique Scylax, Néarque, Mégasthène, Eudoxe et Hippale. Et donc leurs voyages les ont conduits jusqu'en Inde et en Afrique et leur ont permis d'ouvrir de nouvelles voies commerciales. Alors je n'évoquerai pas ici le cas de Pythéas, donc qui a voyagé en mer du Nord, sachant que je l'ai évoqué dans une précédente vidéo. Alors bien voir que leurs récits sont tous perdus, mais ils sont connus par des citations et des résumés chez d'autres auteurs antiques comme Aristote, Diodore, Strabon, Pline l'Ancien et Arrien. Alors, voir aussi que les sources ne précisent pas quel type de bateaux sont utilisés pour ces voyages maritimes. Donc il pourrait s'agir de pentecôtères, donc avec 50 rameurs, ou de dières, donc à 2 rangées de rameurs, et voire moins probablement de trières, donc à 3 rangées de rameurs, car ces navires coûteux sont surtout utilisés pour les combats navals. Alors, en tout cas, tous ces navires sont capables de naviguer à la rame et à la voile. Alors, il pourrait aussi s'agir de navires de commerce à coque ronde, donc plus robustes, et donc mieux adaptés à la haute mer. Alors, concernant mes sources, je m'appuie sur des pages Wikipédia auxquelles j'ai contribué activement pour certaines. Tous les liens sont en description. Alors voyons d'abord le cas de Scylax. Donc il est originaire de la cité de Carandia en Carie, donc au sud de l'Anatolie. Et donc il a vécu de la fin du 6e au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc ses écrits sont perdus, mais il est cité par des auteurs grecs et romains. Et donc selon Hérodote, Scylax fut chargé par Darius, donc le roi perse, vers 508, d'une exploration devant le conduire du delta de l'Indus jusqu'aux côtes de l'Arabie. Et donc selon Hérodote, il descend l'Indus vers l'océan Indien, puis contourne la péninsule arabique pour finalement atteindre Suez. Alors le lieu du départ dans la vallée de l'Indus n'est pas précisément connu, mais les chercheurs penchent pour Peshawar, donc au Pakistan actuel. Là, il est donc possible que Scylax ait commencé par naviguer le long de la rivière Kaboul pour continuer ensuite vers le sud, après la confluence avec l'Indus. Alors ce voyage a duré 30 mois, et cette longue durée est probablement due à des vents de mousson contraires. Alors des historiens affirment que l'expédition de Scylax n'a pas pour seul but d'explorer, mais qu'elle doit permettre de faire une reconnaissance en vue d'une future conquête par Darius. En effet, peu de temps après ce voyage, Darius a ajouté les terres explorées par Scylax en tant que nouvelle satrapie, appelée par les Perses Indus, ce qui donnera l'Inde chez les Grecs. Alors, durant son voyage, Scylax explore les côtes de la mer Rouge et notamment l'actuelle Érythrée. Et son récit est le premier témoignage direct sur l'Inde en Occident. Il forge une vision merveilleuse de l'Inde dans l'imaginaire collectif grec, comme on peut le voir chez Hécatée, Hérodote, Ctésias et Aristote. Alors bien voir que l'ouvrage intitulé Le périple de Scylax n'est pas de lui. En fait, ce récit du pseudo-Scylax a été écrit dans les années 330 avant Jésus-Christ par un auteur inconnu œuvrant dans le cadre de l'académie ou du lycée d'Athènes. Donc dans ce récit, il est décrit une pérégrination à travers la mer Méditerranée et la mer Noire, en commençant par la péninsule ibérique et en finissant par l'Afrique de l'Ouest, au-delà des colonnes d'Héraclès, donc le détroit de Gibraltar. Alors, la partie consacrée à l'Afrique est clairement inspirée du périple d'Hannon, donc le Carthaginois, tandis que la partie consacrée à l'Italie décrit des situations correspondant à des époques différentes. Donc voilà pour le périple de Scylax. Voyons ensuite le périple de Néarque, qui est certes déjà plus connu. Donc la campagne d'Alexandre en Inde, donc réalisée de 327 à 325, amène les Grecs dans des contrées inconnues et ouvre de nouvelles perspectives à travers le commerce maritime. Et donc une fois parvenus à l'embouchure de l'Indus,
Alexandre ordonne à Néarque le Crétois de naviguer dans l'océan Indien pour ouvrir une voie vers le golfe Persique et la Mésopotamie. Alors bien voir que les récits de Néarque et de son second, Onésicrite, qui est un pilote mais aussi historien et philosophe, influencé par les idées de Diogène le Cynique, et donc ces récits ont été confirmés par les navigateurs modernes. Et il bénéficie d'une très grande postérité grâce à Arien dans sa description de l'Inde, donc l'Indica, qui sert de livre conclusif à l'Anabase, et qui sert aussi à Strabon dans la géographie au livre 15. Alors Arien est fidèle au journal de Néarque, qui avait donc le titre de Navarque de la flotte d'Alexandre, et Arien narre en détail les aventures des marins victimes de la chaleur, de la faim et de la soif, effrayés par les baleines et étonnés par les mœurs alimentaires des ichthyophages, littéralement les mangeurs de poissons, donc des populations très pauvres des côtes de la Gédrosie, donc du Pakistan actuel. Alors Néarque commande une flotte de 120 navires, dont certains sont de type phénicien et chypriote, et la flotte donc prend la mer en octobre 325 avec un mois de retard à cause des vents de mousson. Donc la flotte longe les côtes de la mer d'Arabie pour allier ensuite l'embouchure de l'Euphrate, alors que dans le même temps, Alexandre longe avec une partie de l'armée la côte sud de la Gédrosie dans le but de ravitailler la flotte en chemin. Sauf que la traversée du désert de Makran en Gédrosie s'avère un désastre pour l'armée macédonienne et jamais la flotte de Néarque n'a pu disposer d'un ravitaillement. Et après 80 jours de navigation épique, Néarque parvient dans le détroit d'Ormuz et opère sa jonction avec Alexandre, dans la région qu'on appelle à l'époque la Carmanie. Et donc ce voyage inaugure la partie orientale de la route des épices, de l'encens, des perles et des pierres précieuses que suivent à l'époque médiévale les navigateurs byzantins, arabes et indiens. Donc voilà pour Néarque. Alors voyons maintenant le cas de Mégasthène. Alors lui c'est plutôt un ambassadeur, un diplomate et non pas un navigateur, mais son très long séjour en Inde a eu une postérité importante dans l'Antiquité. En effet, sous le règne de Séleucos, donc Mégasthène, qui est originaire d'Ionie, est envoyé comme ambassadeur à la cour du puissant roi Chandragupta Maurya, donc, qui règne à Paliputra, l'actuel Patna, dans le Bihar, donc sur le Gange. Et donc Mégasthène réside une dizaine d'années dans cette capitale à partir de 303, avant Jésus-Christ. Alors à voir qu'avant les campagnes d'Alexandre, l'Inde apparaît aux yeux des Grecs comme une contrée lointaine et mystérieuse, connue par les seuls textes d'Hécatée, d'Hérodote et de Ctésias, qui s'inspirent notamment, on l'a dit, de Scylax. Donc durant le règne de Séleucos, d'autres missions d'exploration ont été envoyées aux confins de son empire, donc en mer d'Hyrcanie, donc la mer Caspienne, et au nord du fleuve Syr-Daria, dans le pays des Scythes. Alors le récit de Mégasthène, appelé l'Indica, est connu par Arien qui l'utilise pour rédiger sa description de l'Inde, donc en plus de Scylax, et il est également cité par Diodore et Strabon. Et donc ce document constitue la première description de l'Inde réalisée par un grec ayant longuement séjourné en Inde. Alors l'admiration de Mégasthène pour Chandragupta Maurya, pour la beauté de la ville de Paliputra et pour l'organisation sociale des Indiens se ressent fortement. Mégasthène décrit les pratiques religieuses autour des brahmanes et le système des castes. Il évoque un empire très bien organisé, dont le souverain énergique rend la justice en personne. En termes géographiques, Mégasthène mentionne l'Himalaya, le Tibet et l'île de Ceylan. Il inclut tout de même une part de merveilleux en évoquant des animaux mythologiques, comme d'ailleurs Strabon et Pline l'Ancien le relèvent en critiquant ce fait. Alors, l'Indica est durant l'Antiquité la source primordiale de connaissances sur le monde indien, même si les régions méridionales demeurent inconnues des Grecs. Quant à la vallée du Gange et au plateau du Décan, il reste inconnu des Grecs jusqu'à la fin du IVe siècle avant notre ère. Donc voilà pour Mégasthène. Voyons maintenant le cas d'Eudoxe. Donc Eudoxe est originaire de Cyzique en Anatolie, donc il est né au IIe siècle avant Jésus-Christ, et donc c'est un navigateur et un marchand grec qui a entrepris au moins 2 voyages en Inde.
Alors, il est surtout connu pour être le premier explorateur européen à tenter une circumnavigation de l'Afrique pour chercher à atteindre le monde indien par voie maritime. Donc entre 118 et 115, il navigue une première fois vers l'Inde pour le compte de Ptolémée VIII. Et donc ce voyage s'inscrit dans la continuité des mouvements d'exploration lancés par les Lagides en direction de l'océan Indien au départ de la mer Rouge. En effet, à cette époque, les Parthes bloquent la Mésopotamie et les satrapies iraniennes, éloignant les Grecs du monde indien par la voie terrestre. Donc Eudoxe passe au service de Ptolémée VIII, pour le compte duquel il effectue ses expéditions en Inde. Alors, bien voir que l'Inde s'avère difficile d'accès par la mer à cette époque pour les Grecs, car ces derniers ignorent comment utiliser les vents de mousson. Mais les richesses de l'Inde valent la peine de prendre des risques pour les Ptolémées qui subventionnent des marchands prêts à tenter l'aventure, tout en prélevant bien sûr au retour une part très élevée des richesses rapportées. Et donc le voyage d'Eudoxe s'inscrit dans la continuité des explorations lancées par les Ptolémées en direction de l'océan Indien dès le début du IIIe siècle. Alors cette expédition aurait été facilitée par l'arrivée à la cour d'Alexandrie d'un pilote indien naufragé qui a proposé à Ptolémée VIII de servir de guide vers l'Inde. Et donc Eudoxe est désigné pour commander ce voyage, donc qui dure de 118 à 116, et donc il voyage à partir d'un port de la mer Rouge jusqu'en Inde. Et il revient en Égypte les cales de ses navires chargés de parfums, d'épices et de pierres précieuses. Alors vers 115, il repart pour un deuxième voyage vers l'Inde, mais cette fois sans le concours du pilote indien. Mais à son retour, les vents de mousson le détournent vers les côtes d'Éthiopie. Et là, il fait du négoce avec les habitants et dresse même un lexique des mots qu'ils emploient. Il découvre surtout sur les côtes d'Éthiopie la proue d'une épave d'un navire venu, d'après ce qu'on lui dit, de l'ouest. Donc une fois revenu à Alexandrie, des personnes lui affirment que cette proue, en forme de cheval, est caractéristique des navires de pêche de la colonie punique de Gadès, donc la future Cadix, sur la côte sud-atlantique de l'Espagne. Et donc selon lui, il tient la preuve que l'Afrique est entourée par l'océan. Et donc vers 110, il entreprend ce voyage et devient le premier explorateur européen connu à tenter une circumnavigation de l'Afrique. Alors ce projet n'est pas nouveau puisque le navigateur carthaginois Hannon a effectué au 5e siècle une exploration de la côte occidentale de l'Afrique en partant de Gadès et a atteint peut-être le Gabon. Donc le compte-rendu du voyage d'Hannon est inscrit sur une stèle installée dans le temple de Baal Ammon à Carthage et il est connu par des traductions grecques. Alors donc Eudoxe part de Cyzique, sa ville natale, donc sur les rives de la mer de Marmara, et fait voile jusqu'à Gadès après avoir traversé le détroit de Gibraltar. Il explore les côtes d'Afrique du Nord et parvient sur les côtes du Sahara occidental actuel. Alors il a pris soin d'embarquer avec lui des musiciens et des danseuses à l'intention des rois indiens. Alors, il rencontre des populations qui, d'après lui, parlent la même langue que les populations avec lesquelles il a commercé sur les côtes orientales de l'Afrique. Alors, il reste difficile de savoir jusqu'où le navigateur est allé, mais des chercheurs pensent que les tribus qu'il a rencontrées seraient des populations congolaises de langue bantoue. Mais selon Strabon, qui montre comme souvent un certain scepticisme vis-à-vis des découvertes de ses prédécesseurs, Eudoxe n'aurait pas dépassé les frontières de la Mauritanie, c'est-à-dire au sud de l'actuel Maroc. Alors, une fois revenu à Gadès, Eudoxe fait construire 2 nouveaux navires dans lesquels il embarque des semences et des outils agricoles, puis reprend la route du sud pour un voyage de plusieurs années. Mais il n'est jamais revenu de cette expédition. Et après lui, plus aucun explorateur européen ne se risquera sur la côte occidentale de l'Afrique, au-delà du cap Boudjour dans le Sahara occidental, avant que les navigateurs portugais entreprennent leur voyage à la fin du Moyen-Âge. Voyons enfin le cas d'Hippale, donc un autre navigateur grec, donc qui est souvent crédité de la découverte d'une route maritime directe vers l'Inde depuis la mer Rouge. Et donc il est parfois décrit comme faisant partie des expéditions d'Eudoxe. Donc l'auteur du périple de la mer Érythrée,
sachant que la mer Érythrée est la mer Rouge à l'époque pour les Grecs, hein, écrit au 1er siècle de notre ère que Hippale a découvert une route directe allant de la mer Rouge jusque l'Inde. Alors, Pline l'Ancien prétend même qu'Hippale a découvert les vents de mousson, mais des historiens expliquent qu'en fait, ce lien entre la mousson et Hippale est basé sur une homonymie. En effet, à l'époque hellénistique, le nom du vent s'écrivait Hippalus. Et à l'époque romaine, le mot se transforme en Hippalus avec un I, donc, et deux P, comme Hippale en grec. Alors, il convient de noter que la mousson est déjà connue par les marins indiens pour traverser l'océan Indien. Mais il est vrai que Hippale a fait une découverte cruciale, puisqu'il a, on va dire, traversé directement la mer d'Arabie et non pas longé la côte comme faisaient les marins habituellement. Sachant qu'à l'époque, les Grecs considéraient que l'Inde s'étendait d'ouest en est et non pas du nord au sud. Donc c'était difficile pour eux de l'atteindre directement par la mer d'Arabie. Et donc il a choisi de traverser la mer d'Arabie au lieu de suivre la côte pour atteindre plus rapidement le sud de l'Inde. Et l'utilisation de cette route directe contribue à la prospérité des contacts commerciaux entre la province romaine d'Égypte et l'Inde à partir du 1er siècle de notre ère. Et donc, depuis les ports de la mer Rouge, de grands navires traversent la mer d'Arabie jusqu'à la côte de Malabar, dans les royaumes tamouls des actuels Kerala et Tamil Nadu. Voilà donc pour Hippale. En conclusion, ces explorateurs grecs ont non seulement repoussé les limites de la géographie, mais ils ont également contribué à la compréhension scientifique des océans, des marées et des peuples lointains. Leur travail a jeté les bases de la cartographie et permis l'exploration, bien plus tard, certes, mais des Portugais et des Espagnols, donc à la fin du Moyen-Âge. Malheureusement, leurs récits ont été perdus et ne sont connus que par des citations ou des résumés tardifs, ce qui ne manque pas de laisser une place au doute sur la réalité de tel ou tel fait. Mais ces voyages ne manquent pas de prouver que les Grecs ont joué un rôle essentiel dans l'expansion des connaissances géographiques et maritimes de l'Antiquité. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.